Résilience, 22 minutes pour analyser l'actualité locale par le prisme des formations politiques. Un rendez-vous qui réunit les représentants des partis dans la Loire pour dépasser les frontières idéologiques, mettre en exergue les convergences et poser un regard critique sur l'actualité. Un rendez-vous animé chaque semaine par Jean-Marc Chazot. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous du débat politique dans la Loire, c'est Résilience. En cette semaine où de nombreuses initiatives sont prises autour de la place des femmes dans tous les domaines de la vie, interrogeons-nous sur la place des femmes en politique dans notre département. Grâce aux lois successives concernant la parité obligatoire sur les listes de candidature dans les communes de plus de 1000 habitants, la place des femmes dans les conseils municipaux atteint maintenant 42,5% à l'échelon national. Sur les 323 communes de notre département, seules 54 ont des femmes comme maires, soit un pourcentage de 17,5%. En outre, elles exercent leurs fonctions dans des petites communes, voire très petites. Comment permettre aux femmes de prendre toute leur place dans les fonctions électives de responsabilité? C'est la question du jour et pour répondre à cette question, j'accueille aujourd'hui Isabelle Dumestre. Bonjour, vous êtes représentante du PS. Bonjour. Lucienne Vallée-Robert, représentante d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Bonjour. Lionel Boucher, bonjour, président départemental de l'UDI. Bonjour. Robert Carulac, secrétaire départemental LR. Bonjour. Bonjour. Et j'accueille enfin André Mounier, représentant Agir dans l'Ondaine. Bonjour André. Bonjour Jean-Marc. Pour répondre à cette question, je m'adresse d'abord à vous, mesdames, et à vous, Isabelle. Oui, bonsoir Jean-Marc. Merci d'avoir posé cette question effectivement cette semaine, puisqu'il s'ouvre avec le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Donc le constat que vous faites sur les communes dans la Loire, malheureusement, il ne sort pas du constat qu'on peut faire au niveau national, où on a vu effectivement que ce sont les différentes lois successives qui ont pu faire évoluer la représentation des femmes, en tout cas atteindre vers la parité, dans les scrutins de liste. Ça a été déjà les premiers acquis. Et puis sur les scrutins qui étaient uninominaux, notamment au niveau du Parlement ou des conseils départementaux, le chemin a été un peu plus long parce que effectivement la législation est plus récente. Donc, globalement, on est effectivement un pays qui n'est pas un très bon élève sur la représentation des femmes en politique. Donc, on est au 46e rang mondial, selon le Forum économique mondial, des pays qui assurent la plus juste participation des femmes. Donc, ce n'est pas comparable à notre niveau, par exemple, sur le plan économique. On est un pays aussi qui a tardé à donner le droit de vote aux femmes, 1944 seulement, alors que beaucoup de pays ont donné le droit de vote aux femmes entre les deux guerres. Ça a été la plus grosse partie la plus grosse vague, ça a été entre les deux guerres. Mais il y avait des pays dès le 19e siècle, et même la Suède à la fin du 18e siècle, qui avaient commencé à donner le droit de vote aux citoyens indépendamment de leur genre. Alors en France, on a mis longtemps à donner le droit de vote aux femmes, et une fois qu'on leur a donné le droit de vote, ça n'a pas suffi forcément à les mettre en situation de responsabilité. J'en veux pour preuve, à l'Assemblée nationale, en 1946, on avait 6% de femmes parmi les députés, et en 1993, on n'était pas loin des 6%. Donc, des mathématiciens facétieux avaient fait le calcul qu'il fallait attendre 2350, l'année 2350, pour atteindre une parité si on laissait faire cette progression à ce rythme naturel qui était celui qu'on connaissait. Donc, heureusement, certaines femmes politiques, soutenues par des hommes, heureusement, parce que heureusement que les droits des femmes ne sont pas conquis que par les femmes, et c'est l'affaire de tous, que celui des femmes. Mais je pense à des grandes figures et de différents partis politiques, c'est ça qui est intéressant. Évidemment, on pense à Simone Veil, à Yvette Roudy, à Antoinette Fouque, qui se sont battues dès le début des années 90 pour dire qu'il fallait que la loi vienne suppléer cette évolution insuffisamment rapide. Donc, on a eu la grande loi de la parité qui a été votée en 2000 sous un gouvernement socialiste, et j'en suis très fière, mais qui a mis un peu de temps à s'imposer, puisque à l'Assemblée nationale, on n'est toujours pas à 50% de femmes parmi les députés. Ça a quand même donné un bon coup de boost, puisque en 2012, on a atteint les 27%, on partait de 6%, et 38% en 2017. Donc la loi, on le voit, même si certains la regrettent, elle reste indispensable pour faire progresser la réalité des choses. Alors, on n'a pas encore de loi au niveau des chefs de file, des exécutifs, et c'est la question que vous posiez, Jean-Marc, mais ça montre effectivement que c'est un premier levier, la loi, pour faire progresser les choses.
Il a fallu changer le mode de scrutin au conseil départemental également pour permettre de faire entrer plus de femmes au département. Si on prend le seul département de la Loire, il y avait 4 femmes sur 40 en 2008, 6 en 2015. Et donc, il a fallu attendre le changement du mode de scrutin en 2015, justement, pour qu'on puisse avoir 21 femmes sur 42 au conseil départemental. Donc, on voit que la Loire reste le premier levier. Le second levier, c'est l'effort des partis. Et il y a des partis qui n'ont pas attendu la loi pour faire des efforts et présenter des femmes. Je pense notamment à Léon Blum, en 1936, qui a mis dans son gouvernement des secrétaires d'État qui étaient des femmes. Elles n'avaient pas le droit de vote, mais elles étaient au gouvernement. Voilà, donc il y a des efforts comme ça qui peuvent être faits, qui restent à faire. Je pense notamment à Saint-Étienne Métropole. J'avais interpellé Gaël Perdriau au dernier conseil métropolitain pour faire la remarque qu'on était loin de la parité parmi les vice-présidents et qu'il aurait pu faire un effort en désignant parmi des vice-présidents, notamment de Saint-Étienne, au-delà de la représentation des maires dans cette instance, faire entrer plus de femmes pour compenser. Il a fait rentrer plus d'hommes que de femmes issus de la ville de Saint-Étienne. Donc les partis peuvent faire en bien ou en mal progresser cette parité. Et puis le dernier levier, c'est celui de l'environnement. Il faut changer beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas qu'en politique que les femmes ont du mal à arriver à la tête. Et le plafond de verre, il existe aussi dans les grandes entreprises. Seulement 2% de femmes à la tête des grandes entreprises dans notre pays. Donc, il faut faire progresser l'environnement, permettre aux femmes, effectivement, de ne plus être les seules à porter les tâches ménagères, par exemple, de ne plus être obligées de faire 2-3 journées et donc de pouvoir se réinvestir sur l'aspect citoyen. Et puis, faire changer les mentalités et arrêter le procès en légitimité qui est parfois intériorisé par les femmes elles-mêmes, qui vont se demander si elles ont la légitimité, la compétence, des questions que les hommes se posent beaucoup moins. Et je terminerai par cette phrase qui m'a beaucoup marquée. Je suis conseillère municipale à Saint-Étienne. Le maire nous invite pour le 8 mars à nous prononcer, nous les femmes, seulement les conseillères municipales, pas les conseillers municipaux, pour nous donner la parole le 8 mars en nous demandant de répondre à une question: qu'est-ce qu'apportent les femmes dans le débat démocratique? C'est une question qui montre qu'il y a vraiment encore une question de légitimité qui se pose. La question ne devrait pas se poser. On est 52,3% d'électeurs et des électrices. Donc, notre place dans le débat démocratique, il existe de fait, puisque nous sommes la moitié du corps électoral. Donc, pourquoi encore aujourd'hui, en 2021, se poser la question de la légitimité de notre rapport ou de notre place dans ce débat? Donc, quand on arrêtera de se poser ces questions, ça sera plus facile pour les femmes de se mettre sur le devant de la scène. Merci beaucoup, Isabelle. Lucienne Vallée-Robert, votre point de vue sur la question. Du coup, merci Isabelle, tu me fais une parfaite transition. Quels sont les apports de la présence féminine en politique? Si on pose la question, quels sont les apports de la présence masculine en politique? Ça donnerait quoi? Moi, je ne sais pas personnellement, c'est une question de compétence. Alors, ce qu'on a entendu aussi, je vais revenir sur ces vidéos qui, en tant que personne et en tant qu'engagée dans des mouvements féministes LGBT, m'ont beaucoup choquée. Une femme doit être pleine de discrétion, elle est empathique, elle est pleine de sagesse, elle a une aptitude à ramener le calme dans les assemblées. C'est ça, une femme? Enfin, là, ça devient un peu compliqué, encore une fois, de dire que des femmes vont prendre des responsabilités et d'avoir discrétion, empathie, sagesse. On serait capable que de ça. Ce sont des préjugés et des stéréotypes qui sont vraiment ancrés dans la société parce qu'on avait l'impression que les personnes qui les prononçaient, pour elles, c'était normal, il y a une forme de normalité. Alors que ce n'est absolument pas normal, mais que ça a permis pendant des années d'écarter les femmes et du pouvoir et de l'instruction. Puisque, comme l'a rappelé Isabelle, elles n'obtiennent le droit de vote qu'en 1944. Il faut aussi, pour que les femmes puissent obtenir des fonctions électives plus importantes, faire changer totalement les mentalités. Et les mentalités, elles changent dès le plus jeune âge pour que la prochaine génération soit une génération où l'égalité ne se pose plus. Et c'est un souhait, mais je pense que malheureusement, ça ne sera pas le cas. Il faut que les plus jeunes soient sensibilisés parce que les stéréotypes, ils s'ancrent très, très rapidement dans l'esprit des enfants. Et à cet égard, il faut aussi, d'un point de vue politique, arriver à dégenrer l'espace public. Dégenrer la cour de récré, c'est le cas de celle de l'école franc-maçon, mais aussi dégenrer tous les espaces publics, puisque aujourd'hui, la ville est encore faite par et pour l'homme. Donc, il faut que dans ce cadre-là, la femme soit aussi l'égale de l'homme. Ça passe par toutes ces représentations qu'il faut complètement supprimer pour qu'on puisse changer les choses. Et en tant que personne politique, il faut être exemplaire dans ce domaine, donc ne pas balancer des termes comme le terme discrétion, comme le terme calme, mais c'est bien une question de compétence
Et c'est seulement cette question-là qui doit être prise en compte dans les responsabilités politiques. Nous, à ELV, c'est un principe qui est important pour nous depuis longtemps, puisque c'est dans nos statuts. Et aussi le rôle des partis politiques en interne de faire changer les choses, de changer le logiciel, que les femmes puissent se sentir intégrées et qu'on ne reste pas dans la logique patriarcale qui a dominé les partis politiques depuis 40 ans. Isabelle, tu as parlé de la loi de 2000 sur les fonctions électives et sur la parité en politique. La loi peut peut-être aller plus loin. On peut aussi imaginer qu'elle oblige, par exemple, si le maire est un homme, que ce soit une femme qui soit sa première adjointe, et vice-versa, parce que c'est une question de parité, c'est une question d'égalité. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, donc faire changer les mentalités en interne, en externe, et à ce moment-là, peut-être qu'on arrivera au moment où les femmes se sentiront légitimes, puisque dans beaucoup de domaines, il y a une étude qui a été menée, la femme, elle se sent légitime, elle accepte un poste quand elle est 95%, entre 80 et 95% légitime. L'homme, c'est plus près de 40. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, Lucienne. Votre avis, André Mounier? Bon, écoutez, d'abord, je suis extrêmement surpris des propos que j'ai entendus et que je partage d'ailleurs. Parce que pour moi, personnellement, qui vient du monde économique surtout, je ne me posais pas trop cette question-là. Toute femme a une place naturelle sur un statut social ou sur un statut en général. Bon, je sais bien que les valeurs de la République concernant l'égalité, c'est bien la parité hommes et femmes. Alors c'est vrai que aujourd'hui, grâce aux lois, il me semble que les choses sont un peu plus simples, même si elles restent apparemment encore très compliquées. Alors sur ce que j'ai pu entendre, personnellement, il est clair que j'ai été surpris que dans la loi, d'entendre que 17% seulement des femmes sont maires, qu'un maire important, d'ailleurs, sur notre territoire, prend pour exemple ou comme débat la place de la femme pour le 8 mars. Mais enfin, c'est des questions qu'on ne se pose plus. Je dirais même que c'est discriminatoire aujourd'hui d'arriver encore à de tels débats. Je ne comprends pas. Alors, peut-être que dans ma vie professionnelle que j'ai exercée, j'avais autant de femmes que d'hommes que je dirigeais, et même souvent plus de femmes que d'hommes. Et j'ai été plutôt ravi de leurs compétences parce que je retiens ce que disaient Lucienne et Isabelle, les compétences sont bien sûr pour moi extrêmement importantes. Il ne s'agit pas du sexe, il s'agit tout simplement de l'implication, des valeurs et des compétences. Alors, personnellement, Agir qui est une émanation de la majorité présidentielle et en particulier dans l'Ondaine que je représente, ont ces valeurs où les femmes sont extrêmement présentes. Bien sûr, des valeurs morales qui sont importantes et des valeurs sur le plan social et économique. Je voulais simplement, sur le plan économique que je connais particulièrement, c'est vrai que les cadres dirigeants, malheureusement, les femmes sont encore pas suffisamment bien traitées. Il est absolument inconcevable que les femmes n'aient pas le même salaire, la même rémunération que les hommes dans une PME ou dans un groupe important. Alors, il y a encore des efforts à faire, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il me semble que les choses se sont nettement améliorées et grâce aux lois, vous l'avez dit, elles sont pour moi essentielles et je crois vraiment qu'aujourd'hui, il me semble, bien entendu, avec le respect que j'ai pour les participants à ce débat, que nous avons pris les bonnes décisions. Merci beaucoup, André. Lionel Bouchet, je vous voyais réagir aux propos d'André. Bien sûr, vous partagez certains points de vue, certaines idées, certains trucs que nous a dit André. Oui, bah écoutez, déjà dans un sourire, moi j'aurais envie de vous dire que je suis de la génération d'élus sacrifiés sur l'autel de la parité.
les plus expérimentés s'accrochaient à leur situation et le peu qui décidaient de partir eh bien, permettait la simple exécution de la loi. Donc, et ça, c'était pour le sourire. Vous savez, moi, j'ai un grand respect pour les femmes, de par mon histoire personnelle. Hein. Je suis élevé par une maman toute seule. J'ai donc aussi un regard particulier sur cette autre moitié de l'humanité. Peut-être parce que le regard posé est celui de la complétude, la perfection, l'abnégation. Et je voudrais vous faire partager 3 sentiments, peut-être. Pour moi, le plus gros scandale, il ne se vit pas en politique. Il se vit, à mon point de vue, souvent parce que dans le métro parisien, comme dans les bus à Saint-Étienne, ce sont les femmes qui sont les premières en chemin tôt le matin. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. 78% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes et 70% sont en CDD ou par intérim. On sait notamment que la plupart sont des mères de famille monoparentales et qu'elles se retrouvent dans la situation d'être des travailleurs pauvres. Donc ça, c'est déjà, à mon sens, un premier scandale. Le deuxième scandale, il est dans la rémunération. Aujourd'hui, les femmes sont rémunérées en moyenne 30% de moins dans les entreprises que les hommes. Et donc ça, c'est déjà eu quelque chose qui est scandaleux. Et le pire, c'est qu'elles perdent encore et leurs primes et elles sont retirées des tableaux d'avancement quand elles vont devenir mamans. C'est-à-dire que le fait de porter le monde leur devient encore plus discriminatoire. Alors, ça me semble être les combats à portée d'urgence. Alors, évidemment, il nous faut parler de politique. Alors moi, je suis d'accord, hein, nous avons besoin de plus de femmes dans les partis politiques. Mais afin que, dans le cadre de la parité, nous ayons le même entonnoir, de la même sélection chez les hommes que chez les femmes. Moi, j'ai vécu le vote de cette loi et ses conséquences sur les listes. À l'ancienne époque, les femmes devaient, pour être élues, être bien meilleures que les hommes. Au moment du vote de la loi, nos partis politiques n'étaient pas prêts parce que les mentalités n'avaient pas fait le chemin et que très honnêtement, la futilité de certaines de nos réunions faisait fuir les femmes qui avaient bien d'autres obligations. Alors la loi a vu l'émergence d'une génération qui n'était pas vraiment préparée et ça a été l'occasion d'un certain nombre d'injustices. Alors les choses aujourd'hui, heureusement et naturellement, elles ont changé et bientôt, le choix viendra aussi chez la gente féminine. Moi, je peux vous dire que rédiger un programme avec Anne-Sophie Rioux, qui est docteur en sciences cognitives et qui est membre de l'IDI, c'est assez stimulant. Et quand vous travaillez avec elle, vous ne vous posez pas la question de savoir si les questions sont genrées ou si sa place est à remettre en question. Donc, le jour où il en sera de même pour toutes, eh bien, ce jour-là, il n'y aura plus besoin de se poser la question de la parité, nous n'aurons plus besoin de journée de la femme, ou alors simplement pour imposer des hommes. Merci beaucoup Lionel. On termine avec vous, Robert Carhulac. Je crois que la droite républicaine a beaucoup fait pour les droits des femmes. On rappelait tout à l'heure donc, le 21 avril 1944 et la loi qui a été proposée et soutenue par le général de Gaulle pour accorder le droit de vote aux femmes. On peut aussi rappeler la loi Neuwirth, Lucien Neuwirth, président du Conseil général, sénateur, enfin député, puis sénateur de la Loire, donc, qui a fait voter le 19 décembre 1967 la loi sur l'usage des produits contraceptifs, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelait. On peut rappeler la loi Veil, bien évidemment, en 1975, donc, et le combat qui a été mené par Simone Veil en faveur de l'interruption volontaire de grossesse. Et puis plus récemment, on peut noter les propositions qui ont été faites par les républicains contre les violences faites aux femmes. C'est important parce qu'on a parfois une vision un petit peu binaire des choses, pensant que c'est seulement certains courants de pensée ou certaines familles politiques qui auraient œuvré pour les droits des femmes, ce qui évidemment n'est absolument pas le cas.
Concernant la parité, oui, elle est insuffisante aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous nous sommes engagés au niveau national chez les Républicains en faire en sorte qu'elle soit strictement respectée dans chaque département pour les prochaines élections législatives. Et on mène des campagnes de sensibilisation, des campagnes de formation aussi, pour qu'il y ait davantage de femmes maires. Il y a beaucoup de femmes adjointes au maire, c'est la loi sur la parité, c'est une excellente chose, bien évidemment. Il y a beaucoup de femmes premières adjointes aussi dans de nombreuses communes, toujours en raison de la parité, mais il faut aussi peut-être vaincre certaines formes d'autocensure chez les femmes, parfois, qui n'osent pas prendre le premier rôle dans tous les milieux, dans tous les départements français, et en particulier dans certains départements plus ruraux. Donc, il faut agir en ce sens-là, et nous le faisons au sein de notre mouvement politique. Sur la question de la sensibilité féminine, ce n'est pas une question politique, mais je constate simplement qu'en art, en littérature, au cinéma, dans la musique, il y a aussi des formes d'expression d'une sensibilité féminine. Et je ne vois pas pourquoi finalement en politique il n'y aurait pas cela. Vouloir vouloir dire systématiquement qu'il n'y a aucune différence entre les sexes dans un pays où par ailleurs on fait l'éloge de la différence, on considère qu'une société s'enrichit des différences qu'elle est capable d'accueillir, mais je pense qu'il y a aussi des femmes qui assument, qui vivent pleinement leur féminité et qui revendiquent une sensibilité différente de celle des hommes. Donc il faut aussi l'entendre, ce qui évidemment n'empêche pas de militer ardemment pour une égalité absolue en droit, mais elle existe, donc il faut qu'elle puisse se traduire dans les faits. Et Lionel Boucher avait raison d'insister sur les inégalités salariales et sur la relative absence des femmes au sein des conseils d'administration des entreprises du CAC 40 notamment. Et je pense qu'il faut que la loi, par contre, se préoccupe de cela. C'est un véritable problème, parce que finalement, bon, la politique est plutôt bon élève et contribue plutôt à faire évoluer les mentalités dans le bon sens. Mais en revanche, dans le monde de l'économie, dans le monde de l'entreprise, mais aussi souvent dans le monde associatif, eh bien, les femmes sont évidemment insuffisamment représentées. Et là, il faut agir, je pense, pour que cette situation puisse évoluer plus rapidement. Après, il faut aussi, je pense, que certaines professions s'ouvrent davantage. On peut mener des opérations. Je pense à une opération qui s'appelle ingénieur au féminin, parce que souvent, par exemple, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, ce sont les filles qui ont les meilleurs résultats et comme par hasard, ou par malheur plutôt, eh bien, on retrouve plus de garçons ensuite dans les écoles d'ingénieurs. Donc ça, ce n'est pas normal, mais c'est vrai qu'il faut à ce niveau-là lutter contre des représentations que parfois certaines jeunes femmes ont intégrées, et il faut leur démontrer qu'elles sont fausses et qu'elles doivent et qu'elles peuvent avoir accès par leurs compétences, et justement parce qu'elles sont plus qualifiées que beaucoup d'hommes dans certains domaines, qu'elles peuvent avoir accès à ces professions. Donc il y a un travail de fond à faire contre certaines représentations, mais tout n'est pas représentation, il y a aussi de nature, il y a un masculin, un féminin, il faut aussi admettre cela, je pense, et qu'on s'enrichit mutuellement les uns les autres. Merci beaucoup Robert, merci beaucoup à tous. C'est ainsi qu'on referme cette émission Résilience pour aujourd'hui. Vos réactions, vos questions à l'adresse suivante résilience42@orange.fr. On remercie nos partenaires Off-Loire, Pourquoi j'aime Saint-Étienne et Saint-Étienne Avance. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Résilience. D'ici là, prenez soin de vous, respectez les gestes barrières et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.